Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de ce Vlogmas 2023. Oui, c'est ça. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Petite présentation pour ce premier épisode. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot. Sur cette chaîne habituellement je vous partage mes projets en art du fil, que ce soit mes créations de modèles ou des projets personnels. Et sur le mois de décembre, je vais vous emmener en format vlog. Les années précédentes, je faisais des vlogmas silencieux, enfin en musique. Cette fois-ci, j'avais envie d'essayer de faire des vlogs plus classiques, en vous parlant de temps en temps. Donc voilà, ce ne sera pas du tout des vlogs quotidiens, par contre ça ne correspond pas à mon niveau d'énergie. Et ce ne serait pas non plus forcément très intéressant de vous prendre quasiment tous les jours pour vous dire que j'ai passé 10 heures sur mon ordinateur à écrire des instructions de patron. Voilà, l'objectif c'est donc de vous les publier tous les dimanches de décembre en combinant des instants de tricot, de vie de la semaine. C'est l'objectif, donc je triche un peu puisque nous sommes le 28 novembre et donc j'ai commencé à filmer un peu avant décembre afin de vous poster celui-ci, le premier épisode, le dimanche qui est 1, 2, 3, normalement, si tout va bien. Si, je sais pas, peut-être qu'il y a eu une apocalypse et qu'on a sauté 3 jours et finalement c'est pas bon, mais voilà. Le format vlog se prête particulièrement aux divagations. Voilà, il n'y aura pas que du contenu tricot non plus, donc voilà, si c'est pas forcément ce que vous recherchez, je vous invite à regarder mes autres contenus. À partir du moment où il n'y a pas écrit vlog, j'essaie quand même de restreindre aux loisirs créatifs, donc s'il y a écrit vlog, ça va être un format un petit peu plus détente, un petit peu plus fourre-tout. Je vous prends aujourd'hui pour vous parler d'un projet sur lequel je suis en train de travailler. C'est un projet que vous n'avez pas encore vu. Et c'est un projet qui est assez intéressant dans le sens où peut-être que je fais tout ça pour rien. Parce que je sais pas trop comment ça va se terminer tout ça. Je porte déjà... peut-être. Je porte une des versions de mon modèle d'Ariane, dont on va reparler plus tard dans la semaine, qui est un patron qui va sortir du coup de manière individuelle cette semaine. Et là, donc, je travaille sur un nouveau modèle de pull. Et alors, ça va ressembler un peu à rien. Donc, je voulais faire un pull avec un col un peu différent, un col boutonné. Je suis assez fascinée en ce moment par les cols chemises, les cols un peu avec des éléments décoratifs et les cols boutonnés. Donc vous voyez, c'est un pull qui se tricote de haut en bas. Et donc j'ai déjà fait les finitions du col, mais voilà, je suis un peu embêtée parce que mon idée c'était de faire un pull qui ait ces éléments très structurels et des lignes nettes, mais quand même une coupe très décontractée. Et donc j'ai fait mes pattes de boutonnage sur le col, c'est en côte. Je voulais pas faire du jersey double sur les pattes de boutonnage parce que en fait ça aurait fait une quadruple épaisseur. J'utilise la laine DK, je me dis ça aurait fait vraiment un gros tas là. Donc j'ai juste fait des côtes avec mes pattes de boutonnage. Il y a un tout petit, le pull sera extrêmement simple, il y a juste un tout petit détail de torsade ici de chaque côté du col boutonné. J'avais envie, c'était pas prévu et puis j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. Donc j'ai fait ces pattes de boutonnage et j'ai fait un petit col double. Et alors je voulais que le col soit un peu... Je voulais pas un col qui soit très près du cou et qui prenne le cou comme ça. Alors je trouve ça très joli aussi. D'ailleurs ce serait très facile de le faire parce que vous voyez en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait courir le col sur les pattes de boutonnage. Le col commence à côté des pattes de boutonnage. Si on veut un col plus traditionnel, il suffit de relever les mailles jusqu'au bout, ce sera très facile à modifier. Je pense que c'est quelque chose que je préciserai à mes testeurs. Si jamais quelqu'un voudrait faire un col plus traditionnel, ce serait sympa de voir ce que ça donne. Ce sera exactement le même principe, c'est juste qu'il ne faut pas s'arrêter de relever les mailles ici, puisqu'on relève les mailles tout autour du col pour tricoter en jersey double. Je me suis fendue d'un rabat à l'italienne que je ne fais jamais habituellement parce que j'aime pas trop ça. Mais du coup sur du jersey double, j'ai pas trop le choix en fait. Et donc ça fait cette finition là.
j'ai pas le choix. Si, si j'ai le choix, mais bon, je trouve que ça fait quand même mieux sur du jersey double. Autant vraiment sur des côtes, moi je trouve, c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Enfin, si, mais pas au point de m'embêter à le faire tout le temps. Mais là, c'est quand même... c'est logique, disons. Voilà. Le truc, c'est que comme c'est un petit peu, du coup, décontracté, je voulais pas que ce soit trop près du cou, je voulais que ce soit un petit peu plus dégagé. Je peux pas trop voir comment ça avance, ça va se positionner avant d'avoir vraiment fini le pull et qu'il y ait tout le poids du corps et des manches et que ça soit bloqué. Donc je suis un peu dans l'indécision. À ça s'ajoute le fait que c'est une manche montée. Voilà, dans cet esprit d'avoir des lignes nettes, c'est une manche montée, mais je voulais une coupe avec pas mal d'aisance et donc j'ai fait tomber un petit peu la ligne d'emmanchure et ça fait des manches très volumineuses. Du coup, je voulais vraiment pas que ce soit bouffant dans le sens où il n'y a pas de... Si vous faites des manches bouffantes, généralement vous faites quelques augmentations ici ou alors vous relevez beaucoup plus de mailles ici pour vraiment avoir le côté comme ça. Là, c'est pas ça, je veux qu'elle soit volumineuse mais pas bouffante. Mais j'ai un peu de mal à voir comment ça tombe. Parce que du coup, voilà, j'ai fait des diminutions ensuite. Je les ai laissées assez larges. Je veux pas trop un effet ballon. Donc je voulais que ça reste assez large au poignet aussi. Des côtes 3-1, comme sur les pattes de boutonnage. Mais voilà, j'ai un peu de mal à voir si ça va bien se goupiller tout ça une fois que, que les deux manches seront là. Bon, si ça marche pas, tant pis. Moi j'aurai un pull hyper confortable et je continuerai à réfléchir pour en faire un modèle, mais si ça marche, ça deviendra peut-être un modèle pour le début d'année prochaine. Mais en tout cas, ça se tricote extrêmement vite. Je pense le finir cette semaine. Je tricote avec la Mérino 100% de Katia, la DK. Donc ça, c'est bien celle qui est pure Mérino, parce que Katia en plusieurs gammes avec le mot Mérino dans le nom, mais c'est écrit Mérino basique. Il y a Prime Mérino aussi, je crois. Et sauf que c'est à moitié de l'acrylique. C'est pas un problème en soi, mais c'est juste que du coup le nom est trompeur. C'est quelque chose que beaucoup de marques industrielles font. Hein. Ça arrive souvent avec le cachemire. Parfois il y a écrit cachemire dans le nom de la laine et parfois il n'y en a pas du tout. Voilà. Et des fois juste 5% de cachemire et ils écrivent cachemire dans le nom de la laine. Il n'y a pas trop de régulation. C'est pas comme les cosmétiques ou les aliments. Enfin les cosmétiques non plus, c'est pas tip top. C'est pas comme les aliments, il y a quand même un peu plus de contrôle, encore que les fameux jus de raisin, où quand tu lis la liste d'ingrédients, c'est 80% jus de pomme. Voilà, donc tout ça pour dire, regardez bien à chaque fois la composition des fils, parce que c'est pas parce qu'il y a écrit tel truc dessus que c'est la composition. Mais celui-ci, pour le coup, c'est bien du pur Mérino. C'est une bonne dégâts, 102 mètres au 50 grammes. J'ai pris du beige. Une fois n'est pas coutume chez moi, coloris 501. Il est bien rebondi, il a une très jolie définition, je pense qu'il serait sympa en torsade. Par contre, il est un peu mou, ce qui moi m'arrange parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose de souple. Généralement, quand on a voilà, des trucs volumineux avec beaucoup d'aisance, il faut que ce soit assez souple parce que sinon ça fait bizarre. Mais du coup, si vous le faites en torsade ou quoi, je pense qu'il faut quand même la tricoter assez serrée pour qu'elle garde bien sa structure, mais elle est bien ronde, rebondie et très douce. C'est super wash, donc mon échantillon s'est quand même bien assoupli, mais ne s'est pas étendu. J'ai gagné une demi-maille d'échantillon en maille et mon échantillon en rang n'a pas du tout bougé. Bon, après je l'ai fait pas suffisamment grand pour que ce soit vraiment représentatif. Quand on fait des échantillons, voilà, faut quand même prendre en compte le fait que sur le projet réel, le poids pourrait avoir une incidence, tout l'intérêt de faire un échantillon un petit peu plus grand. Ça, c'est les limites de ma patience, très certain, très concrètement. Mais ça colle, en tout cas, parce que j'ai mesuré mon échantillon avant et après blocage. Tout a l'air de coller. Mais je verrai bien ce que ça donne. Donc j'ai fait une manche, je suis sur le corps que je vais faire crop
pour moi. Je vais faire une assez large bande de côte. Une douzaine de centimètres, je pense, parce que j'ai fait 6 sur les poignets, donc je vais faire 12 sur le corps parce que je suis psychorigide comme ça. Vous aurez peut-être remarqué sur mes patrons que si c'est pas exactement la même mesure de côte partout, c'est soit pile la moitié, soit un tiers, enfin je sais pas, j'aime bien respecter des proportions comme ça. Je pense que je vais pas tarder. Je voulais faire une vingtaine de centimètres de jersey avant d'attaquer les côtes. Et voilà, je suis pas trop sûre de quel bouton je vais utiliser. J'ai des boutons que j'ai achetés Centre Accord. On y est allé la semaine dernière avec mon compagnon et j'ai vu qu'ils avaient du coup, c'était Centre Accord, oui Centre Accord. Et c'est pas exceptionnel, mais je cherchais des boutons assez basiques et non c'est pas ça. Et je sais pas où je les ai mis. Bon, les boutons, vous savez, un peu effet écaille de tortue, comme les lunettes en fait, comme ça, mais beige et noir. Fais le focus, s'il te plaît. Merci. Et voilà. Je pense que j'utiliserai peut-être ça s'ils sont pas trop gros ou trop petits. J'ai un peu peur que ça ait l'air disproportionné si je choisis pas pile. Mes lunettes sont super sales, je n'y vois rien, faut que je les nettoie. Voilà, je travaille sur ça cette semaine. Vous allez me voir aussi tricoter quelques projets personnels. Et voilà pour ce début de vlogmas. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'ai fait des cookies à la citrouille. C'est A Wooden Nest sur Instagram qui... Ah, bonjour. C'est A Wooden Nest sur Instagram qui avait partagé la recette. Et c'est vraiment... Je les trouve un poil trop sucrés. Mais je les referai certainement en mettant un peu moins de sucre. Je vous mets la recette en lien sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Coucou, je viens vous parler de lecture. Je porte un gilet Lénore qui est un de mes modèles et certainement un des tricots que je porte le plus. Je pense que ça va pas durer longtemps le fait de me souvenir de vous dire ce que je porte. Je suis en train de lire Eden de voilà, Outdoor Ava Olaf Stottir. Je n'ai aucune notion de comment les choses se prononcent en islandais. C'est une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a longtemps maintenant, avec Rosa Candida qui est très connue maintenant, qui a eu plusieurs prix, qui est d'ailleurs un de mes livres préférés. Et du coup depuis je suis cette autrice, d'autant plus qu'elle est publiée chez Zulma, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Je pense que je vous en avais parlé de manière complètement aléatoire dans un podcast.
Mais ouais, c'est une maison d'édition que j'aime bien. Déjà, ils impriment en France, ce qui est assez rare pour le noter, et ils font pas forcément passer le coût que ça implique sur les lecteurs. Et ils ont une démarche assez sympa. Ils traduisent beaucoup. Ils publient des auteurs francophones, mais leur marque de fabrique, ça va être de traduire des auteurs qui sont très reconnus, des auteurs ou des livres qui sont très reconnus dans leur pays d'origine, mais pas tellement à l'international. Et parfois même pas traduits en anglais ou quoi. Et c'est toujours de chouettes découvertes. C'est de la littérature contemporaine. Parfois un peu mystérieuse, parfois il y a des petites... il y a des onces de réalisme magique ou de choses comme ça. Mais généralement c'est toujours des thématiques intéressantes et une certaine curiosité dans le travail d'écriture. C'est toujours très joliment traduit, ils font vraiment un beau travail sur la langue, je trouve. Enfin, je sais pas si c'est joliment traduit, mais en tout cas, c'est toujours bien écrit. Et oui, j'aime bien, et voilà. C'est une maison d'édition à soutenir, je trouve. Et ça, en plus, ils font des jolies... Toutes leurs couvertures sont faites par le même artiste qui, il me semble, s'appelle David Pearson, et c'est vraiment chouette. Alors par contre c'est du papier. Du coup si vous êtes très sensible au fait que vos livres soient toujours dans un état impeccable, qu'on dirait qu'ils n'ont jamais été lus, ça va être compliqué. Ils s'abîment assez vite, mais du coup c'est aussi une part de leur démarche. Enfin, justement Rosa Candida du coup que j'ai depuis une éternité, ça s'abîme un peu quoi. Bref, moi c'est pas quelque chose qui me dérange, pas du tout. Au contraire, je fais partie de ces gens horribles. Vous voyez, ça par exemple c'est un de mes livres préférés, et comme c'est un pavé, bah, ça s'abîme un peu au coin. Je fais partie de ces gens terribles qui n'ont aucun problème à corner les pages. Alors je fais pas beaucoup, mais si ça m'arrive de pas... J'ai des marque-pages. Non. J'ai des marque-pages, mais si ça m'arrive de pas avoir de marque-page, ça va pas me traumatiser de devoir corner la page. Voilà. Moi, les livres, il faut qu'ils soient lus, donc c'est pas grave. Mais voilà, juste je vous le dis, c'est des couvertures en papier. Et donc, il publie notamment cette autrice islandaise que j'aime beaucoup. Je l'ai fait découvrir à ma mère aussi, qui aime bien, et ça c'est son nouveau livre qui est paru à l'automne je crois, et je l'ai donné à ma mère, elle l'a lu d'abord, elle a bien aimé, et donc je m'y mets aussi. J'ai lu une centaine de pages, j'ai un marque-page, j'ai lu une centaine de pages, ouais j'aime bien, elle a vraiment un... Je dirais que sa particularité, c'est d'une part le fait de créer une ambiance un peu bizarre, parce qu'on est vraiment complètement dans la tête des personnages, avec toutes leurs divagations, tout vraiment les pensées fulgurantes, etc. Et ça fait que c'est toujours un peu difficile au début de se mettre dans le personnage. Et il y a toujours une thématique ou quelque chose de particulier qui va être très marqué. Souvent ces personnages ont des défauts, mais des défauts un peu nuls. Voilà, il y a des persos qui sont apathiques. Et là, on suit Alba, qui est linguiste. Elle est professeure et donc linguiste, et elle fait de la recherche, et elle est aussi correctrice pour une maison d'édition. Et alors moi, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, la linguistique, les langues, etc. Donc je savais que ça avait des chances de me plaire. Mais du coup, elle est un peu prétentieuse. Et parfois, il y a des petites piques. Alors, sur le thème de la linguistique, donc c'est quand même intéressant. Mais voilà, donc elle va avoir un peu cette voix un peu à faire des remarques déplacées et pédantes. Mais c'est assez drôle. Le truc avec cette autrice, du coup, c'est comme elle a ces personnages qui sont très marqués et qu'on est vraiment dans leur tête, parfois, si ça colle pas avec la personnalité du personnage, ça peut être un peu irritant.
Et il y a un seul livre en particulier que j'ai pas trop aimé à cause de ça. Et à cause d'autres choses, parce qu'il y avait autre chose qui était très personnelle et qui passait pas du tout. Mais là, pour le coup, ça va, parce qu'elle me fait plutôt rire, en fait. On sent que on commence un petit peu à apprendre qu'il s'est passé quelque chose, enfin qu'elle a fait quelque chose qui est pas très bien, et que ça a des conséquences et qu'elle est un peu ronchon. Voilà. Et donc ça me fait un petit peu rire. Le point de départ de l'histoire, c'est qu'elle elle achète une propriété dans un endroit paumé pour y replanter des arbres parce qu'elle décide qu'il faut reboiser l'Islande parce qu'il n'y a pas d'arbres en Islande. Voilà, donc, mais c'est toujours... voilà, c'est un point de départ. Les intrigues sont pas forcément le but de cette... Vous êtes pas penché, c'est juste que vous êtes en biais, du coup. Bref, elle est vraiment dans la construction des personnages et dans une évolution des personnages. On les suit dans leur quotidien, parfois dans des conversations, dans des actes mondains, mais toujours présentés et racontés d'une manière un peu curieuse. Parce qu'on sent que sous les actes du quotidien, il y a quelque chose qui va pas forcément avec ces personnages. Et du coup, ça rend la chose plus intéressante. Parfois, j'ai un petit peu de mal avec certains romans réalistes, que ce soit contemporains ou historiques, c'est que s'il n'y a pas d'intrigue ou de thématique très prononcée, ça peut m'ennuyer un petit peu. Mais elle, malgré la banalité, mais c'est pas, j'utilise pas le mot de manière négative, malgré la banalité des scènes, etc. et des conversations, il y a une ambiance qui est particulière, qui fait que ça pique un petit peu, voilà, ça pique la curiosité. Et pour l'instant, j'accroche bien. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début parce qu'il voilà, il m'a fallu quelques pages pour dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on la suit? Parce que c'est un peu ça le truc avec cette autrice, c'est que ça va pas être très clair dès le début. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il n'y a pas de... Disons que l'élément déclencheur, tout ça, n'est pas forcément mis en avant, puisque l'intérêt est plus sur le travail du personnage. Et pour l'instant, ça m'amuse. Elle parle beaucoup du coup de linguistique, de termes islandais, donc apprendre des mots que je saurais jamais prononcer. Mais c'est intéressant du coup. D'ailleurs, j'ai appris un truc que je ne savais pas, c'est que l'islandais a des déclinaisons aussi, comme le latin, quel enfer. Alors est-ce que c'est autant de déclinaisons qu'en finnois, ce qui est absolument insupportable. En finnois, je crois qu'il y en a 15, un truc comme ça, c'est horrible. Mais ouais, c'est ok pour l'instant. C'est ma lecture du moment. On m'avait demandé, j'ai fait une vidéo foire aux questions il y a quelques semaines. On m'avait demandé quel est le genre de livre que je lis, mais j'ai vu la question après avoir tourné la vidéo. Je lis vraiment de tout pour le coup. Mon genre préféré, ça va être le mélange un petit peu, soit le réalisme magique, soit vraiment de la science-fiction, fantasy, horreur. J'aime bien les univers qui mélangent un petit peu tout. J'aime bien tout type de fantastique. Et je lis de tout. Je pense que ce que je lis le moins, ça va être des thrillers et des policiers, ou des polars, vraiment. Pas que j'aime pas, mais que j'ai un peu de mal à trouver ce qui me plaît. Parce qu'en fait, à chaque fois que je lis un thriller, je pense que comme je ne sais pas mes goûts, je ne sais pas vers où me diriger et je tombe sur des trucs qui je pense sont vraiment pas faits pour moi. J'ai pas de problème avec... Je lis de l'horreur, vraiment de l'horreur pure. Mais en fait le truc c'est que
les auteurs d'horreur, comme le but de l'horreur et les romans gothiques, etc., c'est justement de mettre mal à l'aise, c'est fait avec une intention qui est particulière et qui n'est pas du tout ambiguë. Parce que c'est souvent fait justement pour faire réagir, pour questionner, pour voilà, mettre en avant certains sujets de société, etc. Donc j'ai pas de problème avec les choses qui sont gore, les choses qui sont violentes, pas du tout. Mais la façon dont c'est fait dans certains thrillers ou polars, parfois j'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est pas forcément toujours fait de manière très sensible, dans le sens où ça peut vite me donner l'impression, moi personnellement, d'être racoleur. Et par exemple, j'ai lu, le dernier thriller que j'ai lu, c'était un de Karen Slaughter. Et les crimes étaient des violences faites aux femmes. Et en fait, je ne savais pas si le livre était pas fait pour les gens qui avaient ce genre de fantasmes et qui éventuellement prendraient plaisir à voir ces crimes décrits. Voilà, parce qu'il y a un moment où ça... Le ton, le point de vue, l'emballage était... Voilà, pas... était un peu insensible, je trouve. Et c'est bizarre, hein, parce que comme je vous le dis, je lis de l'horreur et où là, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de filtre. Et on prend souvent le point de vue des méchants. Voilà. Donc c'est pas ça qui me dérange. Je suis pas en train de dire que Karen Slaughter est une personne immonde, pas du tout. Je parle vraiment de mon ressenti à la lecture, parce que c'est ça qui est un peu malheureux avec la lecture et plein d'autres trucs, c'est que on peut faire ce qu'on veut, ce qu'on peut, c'est toujours perçu avec les individualités de chacun. Mais bref, voilà, souvent, quand je lis des thrillers, je suis un peu... Ouais... je sens bien qu'on essaie de me choquer, mais je suis pas choquée, en fait, je suis juste à me demander si la chose est pas un petit peu glorifiée. Voilà. Et puis par exemple, j'ai pas aimé Millennium. Alors je sais que c'est une institution, mais moi j'ai eu beaucoup de mal par rapport à ça. Je trouvais que c'était un peu racoleur, quoi. Voilà. Donc j'ai un peu de mal. J'avais lu des Camilla Lagbert que j'avais bien aimé, mais c'était aussi un peu à la limite de ça. Donc je sais pas. Peut-être faudrait-il que je me tourne plus vers des policiers classiques, parce que pour le coup, quand je lis des mystères, voilà, des trucs un peu à la Agatha Christie, tout ça, ça me plaît davantage. Mais pas non plus, j'ai pas non plus de gros coups de cœur. Enfin, je saurais pas vous citer un policier ou un polar que j'ai adoré, alors que je pense que pour n'importe quel autre genre littéraire, oui, je peux vous donner des livres phares. Donc, je suppose que si jamais, avec ce que je vous ai dit, c'est ça le truc, c'est que c'est un petit peu ambigu. La violence, la représentation de la violence ne me dérange pas. Les thématiques difficiles ne me dérangent pas, mais faut que ce soit, comment dire, présenté de manière, ouais, je sais pas comment dire. C'est que c'est très individuel en fait. Hein. Mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont un peu la même sensation que moi. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je dis et que vous connaissez que vous auriez des recommandations justement de choses qui ne font pas ça, je suis preneuse, je voulais lire, et peut-être que ce sera ma prochaine lecture. Je voulais lire ici. Hop. Enfin, la grenouille est tombée, c'est terrible. Je voulais lire ça. Alors c'est en anglais, mais je pense que l'auteur doit être traduit en français aussi. C'est un auteur de policier japonais classique du XXe siècle en fait. Enfin, il est décédé dans les années 80, je sais pas quoi. Ça par exemple, donc c'est The Honjin
Murders, on ne n'arrive pas à lire cette typographie. C'est son livre le plus connu, il me semble, mais qui a très rarement été traduit. Ça, par exemple, 1973, publié au Japon, et traduit en anglais pour la première fois que en 2019. Bref, cette collection que je trouve les couvertures trop sympas en fait. Et du coup ça m'a intéressée. Donc c'est Seiji, je vous dis pas le nom de l'auteur, Seiji Yokomizo. Ça m'intéresse par exemple. Voilà. Et il y a toute une collection avec ces couvertures que je trouve sympa moi. Bref, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Pour voir. Peut-être que mon salut est dans les policiers, les mystères un peu plus classiques. J'aime bien les cozy mystery, par exemple, mais c'est pas du tout pareil. Voilà, il y a quelques séries de cozy mystery que j'aime bien. Par exemple, le livre que j'ai lu avant Eden, c'est un des tomes de Nancy Warren, les vampires, le club du tricot des vampires, je sais pas quoi. C'est une série de cozy mystery, je crois que c'est traduit en français parce que j'ai vu des couvertures avec des titres en français. C'est une série de cozy mystery, alors paranormal, c'est un peu particulier. Ça, au début j'étais un peu réticente parce que souvent j'ai un peu de mal avec... tout ce qui mélange paranormal et romance, souvent ça m'irrite. Parce que il y a toujours des enjeux dramatiques. Oh, c'est la fin du monde, je sais pas, les aliens nous envahissent, on est poursuivis par des monstres, machin. Et du coup, je suis toujours là, quand il y a les scènes de romance, je suis toujours là, mais vous avez pas mieux à faire? Si c'est l'apocalypse, machin, vous pourriez faire ça après, quoi. Je veux dire, occupez-vous du problème d'abord. Donc je suis toujours un peu réticente à tout ce qui est romance paranormale, etc. Et comme dans les cozy mystery, il y a souvent quand même une composante de romance, j'étais un petit peu réticente, mais comme il y a une thématique tricot, les titres de cette série sont très drôles. Alors le premier, c'est le club tricot des vampires, je sais pas quoi. Mais ensuite, c'est des jeux de mots. Il y a genre Fair Isle et Fortune. Celui que j'ai lu, je crois que c'est Maille en verre et potion. Il y a Bubbles and Broomsticks, donc Nop et Ballet de sorcière. Enfin, en anglais, ça marche mieux parce que c'est toujours les... comment on dit? Les initiales. Voilà. Perdu le mot. Et donc je m'étais dit, juste parce que les titres me font rire, je vais tenter, et finalement ça m'avait bien plu, je trouvais ça amusant, assez drôle, ça évite un peu les écueils de certains cozy mystery qui ont parfois des... comment dire, parfois il y a un relent de sexisme, de grossophobie, tout ça dans les cozy mystery qui me perturbe un petit peu. Je pense particulièrement à... comment ça s'appelle? C'est Anna Svensson, je pense. J'ai lu le premier et j'ai pas pu passer outre le fait que ça s'appelle genre meurtre et chocolat ou je sais pas, quelque chose comme ça, meurtre et cookies. Il y a des recettes de cuisine dedans. Le personnage principal a une boutique de cookies, je crois que c'est ça. Et toutes les 2 pages, elle fait un commentaire grossophobe envers les membres de sa famille ou les gens qui sont ses clients. Et du coup, je dis, l'ambiance n'allait pas, en fait. C'est-à-dire que si je lis un livre un peu cocooning, petit gâteau, machin, avec des recettes et tout, gourmandise, et que toutes les 2 pages, j'ai ce genre de truc, du coup, ça faisait une contradiction dans ma tête, et je me suis dit, oh voilà. Donc, j'ai quand même vu, il y a pas mal de cozy mystery qui ont un peu cette... genre celui-ci, pour le coup, je veux bien qu'il ait été publié il y a longtemps, mais bon... voilà, moi quand je le lis, si ça m'angoisse, c'est pas l'idéal. Et pour le coup, le club des tricots de vampires, machin, ne fait pas ça.
pour l'instant, en tout cas. Alors l'aspect tricot est pas hyper poussé, parce qu'en fait le personnage principal dans cette série a une boutique de laine, mais elle-même ne sait pas tricoter. Elle a hérité la boutique de sa grand-mère, mais elle-même ne sait pas tricoter. C'est les vampires qui vivent sous sa boutique qui lui tricotent des pulls, et donc parfois on a droit à des petites descriptions sympas des pulls qu'elle porte. Mais voilà, une lecture somme toute divertissante. Voilà. Je vais reprendre le travail parce que j'ai fait une petite pause pour venir vous parler. Et voilà, je vous reprends peut-être plus tard. Je vais pas forcément faire attention dans les vlogs à venir vous dire bonjour, puis à venir vous dire au revoir. Voilà, ça va être un fourre-tout d'instants comme ceci où j'ai envie de vous parler de choses diverses. J'ai fini Eden ce matin. J'ai bien aimé, voilà, mais mon opinion reste à peu près toujours la même. Je remarque que il y a quand même souvent un peu la même évolution dans ces personnages. C'est souvent une question de personnes adultes seules sans enfants. Et à la fin, il y a toujours une maternité ou une paternité autre qui arrive et qui contribue, disons, à l'évolution du personnage. C'est bien fait dans celui-ci. Il y a quelque chose qui ne sont pas vraiment résolus à la fin, c'est un petit peu curieux. Mais globalement, c'était un que j'ai bien aimé de cette autrice. Je serais juste curieuse de la voir faire quelque chose d'un petit peu différent, éventuellement les prochaines fois. Je vais essayer de m'approcher, sans les faire fuir. Je vais essayer de faire ça. Je suis en... ce livre, si jamais. J'ai déjà fait du coup celle-ci, qui était très bonne. En fait, on est en quête de recettes de soupe parce que Marius, mon compagnon, aime pas trop les veloutés. Donc si c'est mixé, il trouve ça très très bourratif et c'est un petit peu difficile. Du coup, je cherche constamment des nouvelles recettes de soupe et on adore tous les deux la minestrone et ou la soupe au pistou. Il aime bien le fait qu'il y ait des petites pâtes dans les soupes, donc version automnale à tenter avec la butternut. À voir.
you're singing in my vlog. No. J'ai commandé un peu de déco chez Olga Valeska et je viens de le recevoir et déjà elle m'a offert 1000 trucs, c'est trop gentil. Mais je voulais juste vous montrer parce que j'ai complètement craqué sur cette décoration. Bon, ça, alors ça tient. Hein. Et ces petits ornements. Celle-ci c'est réversible. Et ça doit être le devant en fait parce que les portes sont en surface. Mais c'est super joli. Tout était emballé en plus comme des cadeaux. C'est vraiment adorable. Et j'aime beaucoup le style de ces décorations. Elle fait des trucs un petit peu différents aussi, plus animaux de la forêt, etc. Plus automnal. Mais si vous connaissez pas son travail, je mettrai le lien de sa boutique Etsy parce que je trouve que c'est vraiment très sympa. Et c'était un très beau collier à ouvrir. Je vais faire un talon après coup, je me suis dit que j'allais vous montrer. C'est pas un tuto. Hein. Si je retrouve le lien, je vous mettrai dans la description le lien du tuto avec lequel j'ai appris. J'aime bien faire des talons après coup. Pour pas casser les rayures quand je tricote des chaussettes avec une laine auto-rayante. De toute façon, je peux pas faire un gousset, qui est le talon qui me va le mieux. Et parce que quand on fait un gousset, on augmente le nombre de mailles. Et du coup, les rayures sont plus étalées. Et donc ça fait des rayures plus fines au niveau du talon. J'aime pas trop ça. Donc il faut choisir entre un talon à rang raccourci et un talon après coup. Et entre les deux, je préfère clairement le talon après coup. Même si j'utilise un contrastant uni, en fait, je trouve que la ligne que fait les diminutions ici sur le talon après coup, je trouve que esthétiquement, ça va bien avec les rayures. Et quand j'utilise l'auto-rayant, j'aime bien l'effet concentrique de faire partir les rayures dans l'autre sens. Je vais le faire sur cette chaussette. Moi je coupe mon fil, je sais qu'il y a des gens qui insèrent un fil contrastant, mais du coup toujours dans... La raison pour laquelle j'aime bien le processus du talon après coup, c'est que ça me permet de faire un tube en jersey sans interruption. Et du coup je insérer un fil contrastant. Ça implique de réfléchir où on va mettre le talon et ça fait que c'est pas ininterrompu. Alors par contre à chaque fois il faut que je retrouve le côté de ma chaussette. Je pourrais mettre des marqueurs pour m'éviter ça. Mais hop, ça doit être là. Oui. Vérifie. Ça. Je suis pas sûre d'être très bien alignée. Hein. C'est pas très grave. Si, c'est bon. Donc je vais relever mes mailles. En gros, je vais relever un rang de mailles, sauter un rang, relever un rang de mailles au-dessus, histoire d'avoir relevé 2 fois 32 mailles, puisque j'ai fait une chaussette à 64 mailles. Donc je relève 32 mailles en bas, je saute un rang et je relève 32 mailles au-dessus. Vous allez comprendre de toute façon. Pendant que je fais ça, je me suis dit que je pouvais vous parler de... Hop. Du coup, les meurtres du Honjin de Seishi Yokomizo que j'ai lu. Alors j'ai pas trouvé d'édition française, de traduction française de celui-ci, mais il y a d'autres livres de cet auteur qui sont traduits. Voilà. Sinon il est traduit en espagnol, si jamais. Enfin je rigole, mais c'est pas de raison d'être drôle. Souvent quand je partage quand je fais des vidéos d'inspiration de patrons et que je précise que les patrons sont traduits dans des langues autres que l'anglais, une fois j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me disait bah, ça sert à rien en fait. J'ai dit moi je connais plein de gens qui parlent d'autres langues que le français mais pas l'anglais. Par exemple dans ma famille beaucoup de gens parlent espagnol mais pas anglais. Voilà. Donc ça peut, c'est jamais.
J'ai bien aimé. Honnêtement, j'étais assez surprise. Donc c'est vraiment un mystère classique et c'est très assumé, très référencé. Voilà, c'est à la Sherlock Holmes, à la Hercule Poirot, le mystère de la chambre jaune, tout ça. En fait, on suit un écrivain qui se renseigne sur un cas, sur un vieux cas qui le fascine, etc. Au début, avec ce point de vue, j'avais un peu peur du coup que ce soit un peu trop sensationnaliste, ce qui me plaît pas. Mais pas du tout, parce que c'est vraiment très classique et assez bien fait. Alors je vais compter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32. Je suis un génie. Donc j'ai relevé un rang de mailles et je vais relever un deuxième rang de mailles, mais pas juste au-dessus parce que c'est là que je vais couper et défaire, mais au-dessus. Donc je relève un rang, je saute un rang, je relève le rang du dessus. En fait, le fait de suivre cet écrivain, c'est pas hyper strict, dans le sens où ce cadre narratif n'est pas respecté dans son réalisme à fond. Parfois, il y a certains schémas comme ça où du coup on manque d'informations et où on pourrait avoir éventuellement un narrateur qui n'est pas fiable. Là, c'est pas du tout le cas, hein. Le principe est un peu brisé parce qu'on est vraiment dans le détail des scènes qui se sont passées, puisqu'il est censé raconter cette histoire des décennies plus tard. L'action se passe en 1937, je crois. Ouais. Du coup, il y a vraiment les conversations mot pour mot, les scènes hyper décrites. Alors, il dit qu'il rapporte les événements qui lui ont été racontés par telle ou telle personne, ou qui se base sur des documents qu'il a trouvés, mais bon, ça vite... voilà. C'est pas poussé très loin. En fait, ça apporte juste une ambiance de quelqu'un qui nous raconte une histoire et un petit côté théâtral. Parfois, il va finir un chapitre sur un peu un suspense et il va faire beaucoup de références à des grands livres de crimes. Et l'histoire en elle-même est plutôt sympa. La résolution, au début, je me suis dit, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais en fait, c'est vraiment bien expliqué, bien détaillé. On a ce personnage du coup d'un détective. Comment il s'appelle? Kosuke Kindaichi. Qui apparemment est le personnage des détectives de cet auteur. Et c'est vraiment le détective classique, un personnage un petit peu... qui paraît excentrique dans son époque et dans son cadre, mais qui est très un génie et qui va rassembler tout le monde pour dire voilà ce qui s'est passé. Et c'est plutôt bien fait, c'est prenant, vraiment j'étais bien investie dedans. 10, 15, 20, 25, 30 et 32, voilà. Bon, je vous montre quand même ce que ça donne, même si je fais pas un tuto, mais c'est pour que vous compreniez ce que je bidouille. Voilà, donc j'ai relevé ici, vous voyez les mailles rouges, j'ai sauté mon premier rang de mailles vertes et j'ai relevé le rang de mailles vertes au-dessus. Et du coup, je vais prendre une des mailles qui est entre ici, hop, et je vais couper là. Et oui, c'était sympa. J'aimais bien le côté un peu, comment c'est écrit, le côté théâtral. Et on sent du coup les inspirations qui encore une fois sont assumées et c'est même... ça joue même un rôle, donc les romans de crime jouent un rôle dans le crime en question. Mais ça a quand même une petite personnalité, tout est très... il y a vraiment une atmosphère qui est... j'ai pas bien coupé mon fil. Qui est vraiment bien décrite. Hop. Et donc maintenant que c'est coupé, je vais juste défaire ce rang en tirant sur les mailles. Et donc là, comme j'ai dû couper 2 fois, j'ai fait n'importe quoi. Mais voilà, je défais mon rang et je vais avoir un trou. Moi, je défais pas jusqu'au bout. Je vais laisser les 2 dernières mailles sans les défaire
dans les coins, comme ça m'évite d'avoir des trous dans les coins. Ouais, c'est quand même très ancré dans l'histoire est quand même très ancrée dans la culture japonaise début du XXe, et il y a de très bonnes descriptions, notamment sur l'architecture, parce que ça a son importance. Donc, on apprend pas mal de choses. Et ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je lirai les autres, je pense, de cet auteur. Et je vous le conseille. Je vous conseille celui-ci si vous comprenez l'anglais. Et sinon, les autres livres de cet auteur, il y en a 2 ou 3 qui sont traduits en français. Alors, si j'ai bien compris, ils sont tous un peu avec ce même personnage de détective, mais sans qu'il y ait vraiment d'ordre. Je sais même pas si celui-ci c'est le premier, du coup. Je pense, parce qu'on nous le présente en détail, mais on pourrait aussi bien... Mais disons que ce détective est censé avoir résolu d'autres cas qui l'ont rendu célèbre, et du coup, peut-être que ces autres cas sont dans d'autres livres, mais il me semble que celui-ci, c'est bien celui qu'il a écrit en premier. Je vais défaire l'autre côté. Vous voyez ça? Ça fait un trou. J'ai laissé 2 mailles ici que je n'ai pas défaites, et je défais de l'autre côté. Je ne sais pas ce que je vais lire ensuite. J'ai quelque chose que je veux lire qui est un peu sur une thématique de Noël, mais pas tellement. Je vais vous le montrer. Attention, la couverture fait un peu peur. Ou ça, pas, j'exagère. C'est pas si peur que ça fait. Je le dis parce que parfois, c'est vrai que si vous regardez avec vos enfants, mais là non, c'est bon, il n'y a pas de... Ça fait pas si peur que ça en fait. Je sais pas dans quel sens je vais mettre cette vidéo, donc voilà. C'est un recueil de nouvelles sur le thème de Noël, de nouvelles d'horreur sur le thème de Noël, donc ça m'amuse beaucoup. Et en fait, c'est des auteurs que j'ai très envie de découvrir. Alors, j'en ai lu quelques-uns, mais pas beaucoup, et moi j'adore les nouvelles. Je lis beaucoup de nouvelles, d'anthologies, de recueils de nouvelles. C'est un format que j'aime énormément. Je sais pas, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Je trouve que ça permet c'est un côté expérimental qui me plaît beaucoup. Et j'aime bien découvrir des auteurs par ce biais. Et donc là, en l'occurrence, cette collection rassemble pas mal d'auteurs que j'ai envie de découvrir, ou du moins de découvrir davantage. Ce sont des auteurs qui sont très connus à l'international pour leur récits spéculatifs, leurs récits d'horreur, etc. Il y a Stephen Graham Jones, qui est peut-être le plus connu, qui est un auteur natif américain, je ne sais plus exactement d'où il vient, mais il y a aussi Makatsu, et il y a pas Tananarive, que dont j'ai beaucoup entendu parler. Si, Tananarive, donc j'ai beaucoup entendu parler aussi. Enfin bref, il y a vraiment 5 ou 6 auteurs que j'avais envie de découvrir. Garth Nix aussi, Josh Malerman, et donc je me suis dit, bah tiens, c'est parfait. Et je voudrais lire ça, mais peut-être que je le lirai plus pour Noël, justement. C'est assez gros quand même, on a beaucoup. Oh non, c'est juste du papier, du gros papier épais. Bref. C'est rouge. Il n'y a pas de surprise, parfois il y a des surprises. Quand on a des livres reliés comme ça. Bref, mais donc je ne pense pas lire ça tout de suite. Peut-être un peu plus tard, dans le mois. Donc bon, j'ai fait mon trou pour mon talon. Et maintenant, je vais rejoindre le fil. Et tricoter. En fait, on tricote comme une pointe. Donc, je vais tricoter en rond sur les mailles que j'ai relevées. Et diminuer
petit à petit comme une pointe. Alors moi je fais d'abord 2 rangs sans diminution, pareil, histoire de prévenir d'éventuels trous. Alors, je fais attention à ce que mes mailles ne soient pas tordues. Donc je joins mon fil et je vais hop, tricoter en rond en Magic Loop. Donc je fais 2 rangs sans diminution, puis je diminue tous les 2 rangs, donc je diminue de 4 mailles, donc une diminution sur ma première aiguille ici, ici et ici, comme une pointe en fait, voilà. Et je vais diminuer donc une fois tous les 2 rangs jusqu'à à peu près diminuer à peu près la moitié des mailles, parce que là donc j'ai le même nombre de mailles que ce que je vais pour ma chaussette, donc 64. Donc je vais diminuer jusqu'à avoir 40 mailles une fois tous les 2 rangs et ensuite tous les rangs jusqu'à avoir environ 16 mailles à la fin et je vais faire un remaillage à la fin. Donc voilà, exactement comme une pointe en fait. C'est comme ça que je fais mes talons après coup. Cette paire de chaussettes est un cadeau pour ma mère, c'est pour son anniversaire puisque son anniversaire est en 2 semaines, mi-décembre. Quelle idée, hein, les gens nés en décembre insupportables. Voilà, on ne peut pas être poli comme moi. Moi, je suis née en juin, j'ai embêté personne. Je sais que... Je plaisante évidemment. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui être né en décembre, c'est difficile parce qu'il y a des familles qui font pas... Voilà, qui font pas forcément attention. C'est le cas de ma mère, hein, ma grand-mère et mes grands-parents ne faisaient pas forcément attention à pas... avaler l'anniversaire de ma mère avec les fêtes. Du coup, moi, je fais assez attention à bien séparer les choses. Donc, on fête son anniversaire séparément et après, on fêtera Noël. Là, en l'occurrence, on veut fêter son anniversaire le 17 pour l'avoir le dimanche. Donc, c'est juste une semaine avant Noël. Mais logique, hein, mon frère aussi, hein, on est assez rigoureux sur ça. Non, on fête son anniversaire. Et par exemple, je vais pas emballer ses cadeaux dans des paquets Noël. Elle m'a demandé à lui faire un cheesecake au citron. Donc je ferai ça aussi pour le dimanche. Et donc ces chaussettes, c'est un de ses cadeaux pour son anniversaire. Je vais vous parler des projets que je vais faire là, ce week-end, le premier week-end de décembre. Puisque, alors sur les premiers rangs, je fais bien attention dans les coins à serrer pas mal mon Magic Loop. Mais après, vous voyez, en fait, le désavantage du talon après coup, c'est que vous avez des fils à rentrer après. Hein. On en a 4 avec le fil à la fin. Voilà, ça vous fait 4 fils à rentrer, si jamais c'est quelque chose qui vous embête. Donc même s'il y a des trous, je pourrais les arranger après, mais essayez de tricoter un peu serré au début sur les coins, ça aide à minimiser ça. Donc on est début décembre et ça s'est pas mal goupillé puisque donc je finis ça et je vais pouvoir monter. Je vais monter 2 projets qui je pense vont m'accompagner pendant une bonne partie de ce vlogmas.
1er décembre, c'est la sortie d'un de mes modèles, la sortie individuelle d'un de mes modèles. Et du coup, comme je vais pas forcément faire de podcast pendant ces vlogmas, je me suis dit que je vous en parle maintenant. Il s'agit donc du pull d'Ariane, qui est un pull qui avait été publié dans le magazine Pom Pom de l'hiver dernier. C'est un pull qui a 1000 versions différentes. Donc je vous mets ici la photo de la version pull sans manche que je n'ai pas parce que c'est la version que j'avais envoyée à Pom Pom et malheureusement elle a été perdue. Donc voilà, il n'y a pas. Mais donc on peut faire un pull sans manche, un pull classique avec des manches, un col rond, un col V, et vous pouvez également enlever les nappes, puisque donc c'est un pull tout en texture. En fait, vous avez des lignes de maille torse et du point mousse, et vous avez des nappes en quinconce partout, si ça vous amuse. C'est un pull qui se tricote, le corps se tricote du bas vers le haut, donc on commence en bas, donc c'est des côtes de 2, on tricote le corps en rond, on sépare ensuite aux emmanchures, et à ce moment-là, vous choisissez de faire le col rond comme ceci, ou le col V. On joint les mailles avec un rabat à 3 aiguilles sur les épaules. On relève les manches autour de l'emmanchure. On les tricote dans ce sens, toujours avec le point. Et elles sont ajustées avec des diminutions. Et ensuite, on relève les mailles autour du col, quel qu'il soit, pour tricoter le col. Et voilà. Donc c'est un modèle qui est simple. Les nappes, vous avez un tutoriel vidéo dans le patron pour faire des nappes, si vous voulez les faire. Si vous ne les faites pas, c'est encore plus simple. Les emmanchures sont assez larges pour du coup convenir au fait que ce soit hybride, sans manche et avec manche, parce que si c'est sans manche, on a besoin que l'emmanchure soit un peu plus basse pour pouvoir mettre des chemises par-dessous, etc. Ou ça peut aussi faire top d'été. J'aimerais bien me faire une version top d'été, mais je sais pas trop quelle couleur choisir, etc. Donc j'y réfléchis. Si vous voulez modifier la hauteur d'emmanchure et le tour de bras, c'est plus facile si vous faites un col rond. Vous avez juste à ce que vous enlevez à la hauteur d'emmanchure, la mesure que vous voulez enlever, je sais pas, vous enlevez 4 cm, ben vous les enlevez là avant que le patron vous indique de tricoter jusqu'à une certaine mesure avant de rabattre le col. Donc vous enlevez cette mesure là. Si vous faites le col V, c'est un peu plus compliqué parce qu'il vous faut répartir les diminutions du col V. Si vous ne savez pas faire ce genre de calcul, écrivez-moi, je le ferai pour vous. Il faudra juste que vous me donniez votre échantillon en rang s'il diffère du patron, la taille que vous faites et la mesure que vous voulez. Voilà, la hauteur d'emmanchure et la profondeur de col V que vous voulez, sachant que quand vous relevez le col et les manches, etc., voilà, ça fait pas non plus... on peut porter un manteau hein, sans souci. Voilà, je le dis juste au cas où vous ayez souvent des soucis, que vous ayez les bras fins et que souvent ça vous fasse trop grand. Mais donc j'ai fait plusieurs versions pour moi-même. Pom Pom va m'envoyer du coup la version pull bleu que eux ils avaient tricoté. Donc j'aurai un superbe pull bleu pétrole. Il n'est pas tout à fait dans la même taille, il sera un peu plus loose. J'ai peur qu'il soit trop court aux manches. Je l'aurais bien donné à Marius, mais je pense que ça lui plairait. Mais j'ai peur que les manches soient trop courtes, donc bon, ce sera pour moi. Ou peut-être pour ma mère. Mais je sais pas, le bleu est peut-être un peu trop foncé pour ma mère. Bref. Donc je vais avoir trois versions. Celle-ci, je l'ai tricotée en Merino Sangora de boucle laine, que j'aime beaucoup. Je l'avais testé pour la première fois dans un châle, dans le châle Lueur, et je suis un peu tombée fan de ce fil. C'est très doux. C'est très très doux. Si vous êtes un peu réticent à vous tourner vers des laines non superwash naturelles, essayez celle-ci parce que vraiment le petit pourcentage d'angora, c'est de l'angora français. C'est important parce que les conditions d'élevage et de récolte sont pas pareilles. Essayez parce que vraiment ça,
ajoute une douceur et un petit halo sans être trop étouffant. Moi j'aime pas trop l'Angora habituellement parce que c'est trop chaud, c'est trop... J'ai l'impression d'avoir un truc moite sur moi. Mais là je pense que c'est juste assez pour adoucir le fil. Et on a quand même un fil qui est hyper joli avec une belle définition qui gonfle très bien. Ouais, je pense me faire plusieurs pulls dans ce fil parce que je l'aime beaucoup. Et donc cette version-ci que je portais il y a quelques jours, il s'agit donc d'une version col V sans les nappes. Et donc vous voyez, ça fait quelque chose de beaucoup plus facile à porter, n'est-ce pas? Ça ne veut pas faire la mise au point sur le bordeaux. Et celle-ci, je l'ai tricotée en douceur de Woolbanks, qui est la Merino Superwash classique, fingering classique, lisse, belle définition. Et ça a vraiment un très joli drapé. C'est le coloris Bordeaux. Cette laine m'avait été offerte par Woolbags il y a un moment, en cadeau, sans forcément d'implication pour en faire un design ou vous en parler, mais je trouvais que ça se prêtait très bien à un pull Bordeaux col V classique. Il fait un peu trop froid maintenant pour... c'est rare que je dis ça. Hein. Il tient pas assez chaud pour le moment. Mais oui, parce qu'il fait 0 degré. Enfin, on est passé, mais vraiment en une semaine, de 25 à 0. Bref. Donc il tient pas assez chaud, ce sera sympa au printemps. Mais voilà, donc je sais que pas mal de personnes m'avaient demandé quand est-ce que je récupérerais les droits pour ce modèle. C'est chose faite, je vous mets le lien dans la description si vous voulez jeter un œil au patron. S'il vous plaît, vous avez une promotion pour sa sortie individuelle, il est à moins 15% jusqu'à lundi 4 avec le code Darian, donc c'est D-A-J, non, G-I-A-N, super. Bref, c'est écrit. C'est écrit sur la page du patron aussi. Et si vous avez le magazine, si vous avez acheté le magazine et que vous voulez la version PDF du patron et la version traduite en français, parce que du coup maintenant il est traduit en français, envoyez-moi un mail ou un message sur Ravelry et voilà, on s'arrange et je vous envoie le patron, parce que vous rachetez pas le patron une deuxième fois, vu que vous avez déjà acheté le magazine. Voilà. Pour cette petite sortie de tout début décembre, je voulais vous parler des projets que je vais faire ce week-end. Je suis très contente que le début officiel des Vlogmas et du mois de décembre ait coïncidé avec le fait que je vais monter 2 nouveaux projets qui vont être, je l'espère, très très chouettes. Le premier, c'est un test pour lequel je me suis inscrite. C'est un test pour Sophie Okera, je sais pas comment prononcer. Elle a montré ce pull sur Instagram il y a un moment maintenant et je suis obsédée depuis, je ne pense qu'à ça. Donc je me suis proposée pour le test et j'ai été retenue, je suis super contente. Donc c'est un pull... Ça va être un sacré morceau. C'est un raglan tout en jacquard et c'est du jacquard à 3 couleurs avec un motif qui va demander de faire beaucoup de manipulation et de croisement de fils. Donc, j'écris comment j'appréhende tout ça. Il y a 4 tailles dans le pull parce qu'en fait, comme c'est un assez grand motif de jacquard et qu'il n'y a pas de compromis sur l'aspect, c'est-à-dire elle n'a pas fait de motif de remplissage, pas parler aujourd'hui, hein. Elle n'a pas fait de motif de remplissage qui fait que ça varierait d'une taille à l'autre. On a enfin, les motifs sont, il y a une grille par taille, mais le motif principal occupe tout le corps et le raglan, etc. Donc il n'y a que 4 tailles de 100, ça fait 100, 120, 140, 160 cm. Et du coup, elle suggère d'adapter l'échantillon si on veut avoir des tailles entre deux. Donc c'est ce que pas mal de testeurs font, et moi y compris, puisque
Le modèle est porté avec une aisance d'environ 10 cm. Moi, il me faudrait idéalement un pull qui fait 105 cm de tour. Donc entre la taille 1 et 2. Et le modèle de base est tricoté dans un fil worsted avec un échantillon de 18 mailles. Pour moi, ce serait beaucoup trop chaud. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu ce pull, j'avais envie de le faire en Ulysse de Dererum Natura. J'ai aucune originalité, je copie les coloris de la créatrice. En genêt, poivre blanc et fusain. Donc genêt, c'est ce jaune un tout petit peu vert doré. Poivre blanc, le blanc, et fusain, le noir. Donc c'est de la sport. Je pensais pouvoir obtenir un échantillon d'environ 20 mailles. Pas du tout. J'ai 24 mailles sur 10 cm. Ce qui veut dire qu'il faut que je passe, que j'augmente de 2 tailles. Donc je vais faire la taille 3 pour obtenir un tout petit peu plus que la taille 1 en mesure. Voilà. Ça va être un modèle qui se prêtera pas mal à ça. Hein. En fait, si vous voulez utiliser de la DK, vous pouvez obtenir une taille au-dessus. Si vous voulez utiliser la sport, vous pouvez tricoter 2 tailles au-dessus. Voilà, donc ça va être assez gérable malgré le fait qu'il n'y ait que 4 tailles. Il y a quand même pas mal de possibilités et il y a beaucoup de testeurs qui font des variations différentes avec des fils différents, donc ça donnera pas mal d'idées. Et notamment en termes de couleurs, c'est hyper sympa. Alors il y a 3 couleurs. Mais en fait, vous pouvez le faire avec juste 2 couleurs aussi, hein, ce qui simplifierait énormément le tricot. Je pense d'ailleurs à me faire une deuxième version bicolore. Peut-être en bleu et gris clair. Ou bleu et rouge. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense me faire une deuxième version juste bicolore. Mais voilà, moi pour le test, je vais le faire avec les 3 couleurs. Et en fait, on peut faire plein de choses différentes. On peut changer quelle est la couleur de fond sur le corps par rapport aux manches. Voilà, moi je vais copier exactement, parce que je n'ai aucune personnalité, je vais copier exactement la version originelle, mais Sophie elle-même est en train de tricoter, je dis Sophie comme si c'était ma pote, bref, la créatrice est elle-même en train de tricoter des variantes avec des coloris différents. Et parmi les testeurs, il y a de très chouettes associations de couleurs. J'ai un cheveu dans mon œil, c'est pour ça que je galère. Bref, en fait, j'adore le résultat en Ulysse à cet échantillon. C'est si doux, c'est si moelleux. Alors, 3 fils, ça fait une certaine épaisseur. C'est pour ça aussi que je voulais pas prendre plus épais que de la sport, parce que moi, j'aurais trop chaud, c'est sûr. Et je regardais si j'avais pas une livraison de quoi que ce soit. Moi j'aurais trop chaud, c'est sûr, alors que là j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc je vais me lancer, je vais commencer, je suis un peu en retard par rapport aux autres testeurs, mais c'est pas très grave, je vais me débrouiller. Je vais commencer, on commence par le col. Je vais devoir faire peut-être petit ajustement sur le col, parce que vu que j'utilise un fil plus petit, voilà, faut que je garde une bonne taille. Mais voilà, c'est un des 2 projets que je vais monter ce week-end. Je vais faire ça maintenant, pendant que mon échantillon pour l'autre projet sèche. Et l'autre projet, je vous en avais déjà parlé, c'est le pull sans manche, le débardeur Juniper de Joanne Ho, que j'ai dans ce livre dont que je vous ai encensé dans un podcast récemment. Les patrons sont maintenant disponibles individuellement sur Ravelry si jamais. Et ce pull sans manche que je tricote en cadeau pour ma mère, parce qu'elle m'avait demandé un pull sans manche pile au moment où j'avais reçu ce livre. Et du coup je lui ai montré et ça lui avait bien plu. Hop, j'essaie de pas trop vous montrer des instructions, mais voilà. Et je vais le tricoter en Gilliatt de Dererum Natura. Décidément, ça va être le week-end Dererum Natura. Le prototype de base est tricoté en Heavy Merino de Knitting for Olive, qui est très proche. C'est vraiment des fils équivalents. La Gilliatt est un peu plus légère. Elle n'est pas plus fine, c'est à peu près pareil, mais elle est moins dense que la Heavy Merino de Knitting for Olive, donc c'est chouette. Coloris cèdre que ma mère a choisi.
J'ai fait un échantillon qui est en train de tremper. Et voilà, j'ai 24 jours pour le faire. Je pense que ça va le faire. C'est quand même assez... Enfin, c'est 20 mailles sur 10 cm l'échantillon. J'ai échantillonné en aiguille 5 mm, ce qui était proposé par la créatrice. Je croise les doigts pour que ce soit bon. Et je me lancerai peut-être demain ou dimanche. Coucou, plein de trucs à vous dire. On est samedi 2 décembre matin. Je pense filmer jusqu'à demain matin et essayer de poster le vlogmas. Vous n'avez pas le droit, c'est insupportable. Et essayer de poster des vlogmas dimanche dans la matinée. Ça variera peut-être en fonction des week-ends. Je porte le pull Colline qui est un de mes modèles, qui je pense va un peu être mon pull de Noël de cette année. J'ai eu une idée, je fais le focus par pitié. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon blush? Bon, ça va. Je vous annonce, je me reconvertis en clown en fait, voilà. Je pense que c'est juste un peu bas, du coup ça fait bizarre. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je viens d'avoir une idée pour un modèle, pour un gilet de Noël, éventuellement l'année prochaine. Parce qu'en fait j'ai des pelotes de Ulysse en doré, sel, amarante et iroise ou émeraude, je sais pas, un des bleus. Et je les ai vus à côté et je me suis dit, c'est pas mal, parce que ça fait un peu couleur de Noël, mais pas trop, donc ça pourrait passer. Et je pense que ce sera des motifs géométriques, donc un peu comme ça. Donc selon les couleurs, ça pourrait pas faire gilet de Noël. Voilà, donc je porte mon pull Colline. Je voulais vous parler d'un calendrier de l'Avent. Donc cette année, je me suis pris le calendrier week-end de Artemis Yarns. Donc c'est des écheveaux pleins de 100 grammes à ouvrir tous les week-ends de l'Avent et un le 25. Donc je vais vous montrer le premier coloris. Si vous l'avez vous aussi et que vous n'avez pas encore ouvert, ne regardez pas pour ne pas vous gâcher la surprise. Mais donc c'est son calendrier de l'Avent Iris. La version week-end, le premier écheveau. J'aime particulièrement le travail de Natasha d'Artemis Yarns. Même quand c'est pas forcément mes couleurs. Ce qui est le cas ici. C'est un vert un peu trop pâle pour moi. Mais alors, le travail de speckle de bleu... Ça par contre, ça c'est très très joli, ça c'est tout à fait mon style. Ce bleu un peu teal avec les speckles rouges, ocre, violet qui doit être la couleur bleue qui se casse un peu. Parfois les pigments se cassent, notamment les pigments violets et bleus peuvent se casser. Je sais pas exactement comment est-ce qu'elle fait son travail de speckles. Oh là là, et ça là. Très très joli. Ce que j'aime bien chez Artemis Yarns, c'est que c'est la variété en fait. Elle va faire des tons unis, très saturés, et quand elle fait un travail de speckles ou de variation, c'est aussi très très sympa. Et là je pense que la base est suffisamment uniforme pour qu'une fois tricotée, ça
Ça se mélange très très bien. Absolument aucune idée de ce que je vais en faire. Mais voilà le premier. Regardez tous ces petits speckles. Bon, ça veut plus faire le focus. Il fait la grève du focus. Il fait très beau aujourd'hui. Il fait très bon. On va aller faire les courses tout à l'heure. J'espère. Il y a un petit peu de vent, donc peut-être qu'il va pleuvoir. Le vent en général apporte la pluie ici. Donc j'espère que le vent ne va pas s'arrêter avant de faire les courses. Mais voilà pour mon calendrier de l'Avent. C'est le seul calendrier de l'Avent laineux que j'ai. J'ai aussi des petites surprises. J'ai pris notamment un petit coffret de Les bruits des aiguilles. Elle avait fait différentes thématiques. Je ne sais même plus ce que j'ai choisi. Bref. Et j'attends aussi la box fibre de Lily sur un fil. Puisque je fais partie des sauvages qui se sont jetés sur sa boutique dès qu'elle a remis en stock une deuxième fois quelques box supplémentaires de fibres à filer. Donc je devrais recevoir ça. Je voulais vous parler de ce que je tricote. Donc j'ai commencé le test pour Sophie Oquera, le pull Andélion, puisque c'est son nom, il me semble que je vous avais pas dit son nom. Donc j'ai fait les côtes, donc c'est des côtes 1-1. J'ai fait beaucoup de choses à dire sur ce projet. J'ai fait donc des côtes 1-1 que j'ai retournées parce que vous savez les côtes 1-1 ont tendance à être assez écartées sur l'endroit. Voilà, donc il y a plusieurs manières d'éviter ça. Soit vous faites une méthode combinée, soit vous retournez. Donc en fait ça c'était l'envers de mes côtes 1-1 et donc c'est beaucoup plus propre que l'endroit. Et donc une fois que j'ai fini mes côtes, j'ai fait un rang raccourci pour repartir dans l'autre sens et retourner mon tricot. Donc ce qui était l'endroit est maintenant l'envers et j'ai pu tricoter avec, j'aurai ces côtes là. Et je ferai pareil en bas du pull et au niveau avant le poignet de côte, je ferai un rang raccourci pour tricoter sur l'envers et avoir l'envers de mes côtes sur l'endroit du pull. Vous comprenez, vous avez compris, vous êtes très intelligent, vous avez compris. Vous avez compris. Donc on fait quelques jeux d'augmentation, un petit peu de 2 rangs envers pour un petit peu de texture et on commence le jacquard. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un jacquard à 3 couleurs. C'est donc le chaos. En fait, le jacquard à 3 couleurs. Encore une fois, je maintiens que le faire en 2 couleurs, ça peut être super sympa. Et je pense bleu et rose peut-être. La dernière fois, hier j'ai dit bleu et gris. Maintenant bleu et rose peut-être. Bref. Je suis incapable de tenir un fil de pensée. Vraiment, je suis... Vous voyez les chiens dans le film là-haut, là, qui font les écureuils comme ça. C'est moi. C'est toute ma vie. Et ça me fait beaucoup rire parce que... Dans le vlog coulisses que j'ai publié récemment, quelqu'un en commentaire m'a dit que je perdais souvent le fil de mes pensées et que je faisais beaucoup d'arrêts et de etc. Oui, bienvenue. Je suis vraiment navrée. Faut pas me regarder. Si c'est quelque chose qui vous irrite, voilà. Oui, j'ai encore perdu le fil de ce que je dis. Donc, le jacquard à 3 couleurs. Ce qui est difficile, en fait, ce qui rajoute une complexité, c'est que plus vous avez de couleurs, plus la probabilité que l'écartement entre l'utilisation de chaque couleur soit plus grand. Parce que, voilà, à chaque fois que vous allez avoir une partie du motif, ça peut être dans une couleur ou dans l'autre. Donc vous pouvez vous retrouver avec de plus grands écarts plus facilement. Et donc il faut souvent croiser 2 fils et devoir croiser 2 coloris contrastants au lieu de 1. Ça fait qu'il faut bien gérer la répartition de ces croisements pour pas qu'elles se superposent. Si vous, en jacquard, quand vous croisez les fils de façon trop proche, toujours sur les mêmes mailles ou vraiment très très près, ça va se voir. Et donc quand il y a 3 couleurs, c'est plus difficile d'éviter ça. Et donc ça fait que souvent, quand je fais un jacquard à 3 couleurs, c'est un peu le chaos parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien respecter une régularité et une symétrie dans la façon dont je croise mes fils. Si j'ai un motif de 3 mailles et un espace de 10 mailles, j'aime bien croiser les fils de manière symétrique. Voilà, si je croise les fils
au milieu d'un espace, et bien sur l'autre côté, si le motif est symétrique, ce qui est généralement le cas, je vais croiser au milieu aussi. Si je croise au bout de, si j'ai un espace, je sais pas, de 12 mailles, et que je croise à 3 mailles après le début de cet espace, ben de l'autre côté, je fais 9 mailles pour que ce soit symétrique. J'ai des problèmes. Écoutez, voilà. Et sauf que là, c'est pas forcément toujours possible de respecter une telle symétrie. Et j'espère que ça va aller. Notamment, mon problème, ça va être au niveau des augmentations, puisqu'on commence à faire des augmentations raglan. Voilà, donc là, j'ai une manche. Et là, j'ai le devant ou le dos, je sais plus. Bref. On a des augmentations raglan. Et au niveau des augmentations, il y a quand même un long espace qui varie à cause des augmentations et qui fait que c'est pas régulier pour faire les augmentations, pour faire les croisements de fils, en gros. Voilà, donc c'est... ça ressemble à ça. Voilà, alors j'essaie d'être très souple. Je sais que la Ulysse est parfaite pour ça, parce que même si c'est pas très beau, ça va se régler. Voilà, à mon début de rang, j'ai peut-être, vous voyez ici, croisé mes fils trop proches, vous voyez. Ce qui fait que là, on voit un peu à travers. Je pense que ça va se résorber. Surtout que je peux utiliser un fil à rentrer pour un petit peu corriger ça. Si jamais ça se met pas bien. J'ai fait que 3 rangs. Hein. Voilà, ça va être un petit peu long. Le 3 couleurs, c'est que sur le haut du corps et sur les manches. Sur le bas du corps, c'est pas 3 couleurs. Et le motif des manches, c'est le motif que j'ai échantillonné ici. Sur ce motif-là, vous n'avez pas à croiser les fils. Enfin, moi, je ne croise pas les filles. Il y a les filles. C'est pas les fils. Il y a 7 mailles. Il y a 7 mailles d'écart. Ah, hein, il y a 7 mailles d'écart. Donc je croise pas les filles. Moi je suis plutôt quelqu'un qui croise peu. J'ai remarqué en regardant plein de podcasts et tout, c'est vraiment, j'ai l'impression, 2 extrêmes. Petit à petit, les gens qui vraiment se familiarisent avec leur tension en jacquard, soit ils vont vraiment dans le camp de je croise tout le temps, jusqu'à faire ce qu'on appelle du jacquard tissé, donc qui consiste à tordre ses fils vraiment toutes les mailles, et ça leur donne une meilleure tension, soit dans l'autre extrême où vraiment je croise le moins possible. Moi je suis plutôt là, c'est le moins possible, ça me donne la meilleure tension. J'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui sont dans un entre-deux raisonnable pour avoir la meilleure tension. Donc c'est amusant. C'est amusant, la tension des différentes personnes. Donc voilà, croisement de 3 fils, c'est un peu le chaos, mais c'est, moi ça me... J'adore suivre une grille de jacquard, j'adore suivre une grille de jacquard un peu exigeante. Elle n'est pas difficile, hein. Comme je vous dis, le motif des manches est très facile à retenir, c'est plus le motif sur le devant et le dos, mais c'est très peu de mailles au final, donc ça va. Mais c'est juste que comme c'est plein de petits points et que moi je suis pas quelqu'un qui compte mes mailles en jacquard, je vais pas me dire ok 3 mailles blanches, 2 mailles noires, 3 mailles blanches, etc. Non, moi j'essaie de me repérer par rapport au motif précédent. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux pour moi. Je me repère par rapport au motif, sauf que là, comme il y a 3 couleurs et que les motifs sont vraiment très détaillés, je vais facilement faire des erreurs, je le sais, donc il faut que je m'immerse bien. Je suis en train de regarder le vlog de Miss Manu Naturel, donc je l'écoute et en même temps j'essaie de suivre le diagramme, et je remarque que quand elle montre quelque chose ou quand j'essaie de réfléchir à ce qu'elle dit, je me déconnecte un petit peu de la grille, et c'est là que je peux faire des erreurs. Mais ça se passe bien. J'ai hâte de tricoter un petit peu plus de jacquard, notamment pour vérifier que mon échantillon est correct et correspond au petit test que j'avais fait, parce que je n'ai pas envie de recommencer.
mais je vais essayer au fur et à mesure. Voilà, j'ai vraiment envie de faire ça bien. Et donc je suis en train de... C'est un test, donc je participe à la discussion avec les autres testeurs. Et j'ai fait une petite remarque sur les augmentations parce que c'est... Les augmentations qui sont indiquées, c'est des make one, mais ça ne marche pas. Et je voulais juste parler des augmentations. De manière générale, ça a une importance le type d'augmentation que vous faites, surtout si vous suivez un motif. Vous avez deux gros groupes d'augmentations différents. Et si vous voulez substituer des augmentations dans un modèle parce que les augmentations choisies ne vous plaisent pas, il faut faire attention à rester dans le même groupe. Vous avez d'une part les augmentations qui n'utilisent pas de mailles. Par exemple les augmentations intercalaires. Vous savez, vous allez relever le brin entre deux mailles et vous créez une maille. Les jetés. Si vous faites un jeté pour faire une augmentation, que vous allez tordre après éventuellement, vous n'utilisez pas de maille. Voilà. Ça a une importance parce que ça veut dire que vous ajoutez une maille à partir de rien. Voilà. Donc si vous avez un motif, ça va s'aligner d'une certaine façon. L'autre groupe d'augmentation, c'est les augmentations qui utilisent une maille. C'est-à-dire qu'en même temps que vous faites votre augmentation, vous tricotez une maille. Donc sur votre grille, que ce soit du jacquard ou un motif ou de la dentelle ou quoi, l'augmentation mange une maille. Voilà. Donc c'est pas pareil que si dans votre motif vous avez 2 mailles endroit, une augmentation, 3 mailles endroit. Si cette augmentation elle est faite de rien ou si elle compte comme une maille du rang précédent, c'est pas pareil. Voilà. Parce que si je fais 2 mailles endroit, une augmentation, 2 mailles endroit, si l'augmentation c'est une augmentation intercalaire, ça veut dire qu'avant je n'avais que 4 mailles. Mais si cette augmentation c'est une augmentation avant-arrière ou une augmentation levée, ça veut dire qu'avant j'en avais 5. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il faut faire attention à pas substituer une augmentation qui mange une maille par une augmentation qui crée une maille à partir de rien. Parce que sinon vous allez décaler votre motif. Et donc là dans la grille clairement est faite de telle sorte à ce que les augmentations utilisent une maille, donc soit des avant-arrière, soit des augmentations levées, c'est-à-dire qu'on tricote une maille en même temps qu'on fait l'augmentation. Et sur la grille, ça veut dire que sur le rang d'augmentation, ça ne bouge pas. Voilà, le nombre de mailles, le nombre de cases sur le dessin du jacquard ne bouge pas sur le rang d'augmentation parce que l'augmentation correspond à une maille du rang précédent et c'est que sur le rang d'après qu'on a le décalage. Contrairement à des augmentations intercalaires où si je fais une grille avec des augmentations intercalaires, je dois rajouter une case spécifiquement pour l'augmentation intercalaire et donc ça décale tout de suite. Si vous avez déjà été dans ce cas de figure, vous allez peut-être comprendre le souci. Voilà, donc ne substituez pas n'importe quelle augmentation par n'importe quelle augmentation parce que sinon vous devez changer le motif. Et donc là, le diagramme montre des augmentations qui utilisent une maille, mais l'abréviation c'était make one, donc augmentation intercalaire, donc ça ne marche pas. Voilà. Je pense que en fait instinctivement tout le monde a fait les bonnes augmentations. Moi j'ai choisi de faire des augmentations levées du coup qui sont des augmentations qui utilisent bien une maille, qui consiste à prendre une jambe de la maille du dessous. C'est des augmentations qui sont très discrètes en jersey et que les gens aiment bien pour le jacquard de manière générale. Voilà, si jamais vous ne avez jamais essayé ce type d'augmentation, je vous le conseille, les augmentations levées. Vous trouverez plein de tutoriels correspondants. Voilà, petit laïus technique. Et c'est pas sec. Bon, c'est pas grave. Je voulais mesurer mon échantillon que j'ai fait pour le pull sans manche Juniper, dont je vous ai parlé que je vais tricoter pour ma mère pour Noël. Bon, c'est pas tout à fait sec. Pas grave, je vais mesurer quand même mon échantillon. Donc c'est du point de blé. Donc hop, je vais me mettre au centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18.
Ouais, c'est trop grand. Donc je pense que je vais descendre en 4.5. Et ça ira. Voilà. Je vais attendre que ça sèche complètement parce que peut-être que ça va se résorber. Mais ouais, je vais devoir descendre, je pense, en 4.5 parce que ça c'était en 5. J'aime bien, mais c'est peut-être un peu trop lâche pour moi. Pour la Gilliatt, oui, je remesurerai demain quand ce sera plus sec. Voilà. Je décore, normalement on va décorer cet après-midi, ce soir, la maison pour les fêtes avec Marius. Donc je pense que je vous filmerai des petits bouts de cela. J'ai fini par choisir ma nouvelle lecture. J'ai commencé Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro, dont j'ai entendu beaucoup de bien. C'est alors c'est de la fantaisie historique, mais de ce que j'en ai compris, il fait vraiment des romans historiques et disons que l'élément fantastique, fantasy, est vraiment, c'est une petite touche, c'est un prétexte pour motiver le roman historique. À la base, ça se passe à Grenade au XVIe siècle. Donc, toutes les questions de religion, etc. J'ai juste lu 70 pages, ça me plaît pour l'instant. Mais ouais, on est encore dans la mise en place, donc j'attends un peu que ça démarre. Mais je vous en parlerai plus certainement quand j'aurai fini de lire.